Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la conjecture de Syracuse, qui s'appelle aussi la conjecture de Collatz, Ulam ou la conjecture tchèque. Nous, on l'appellera conjecture de Syracuse dans cette vidéo. Et il s'agit d'un sujet possible de grand oral. Je dis sujet possible parce que, bien sûr, l'idée, ce n'est pas de faire un copier-coller de ce que je vais vous montrer, mais de vous inspirer de ce que je vais vous expliquer sur la conjecture de Syracuse pour faire un sujet propre à vous, un sujet original, à vous d'avoir une approche différente de celle que je vais avoir. Je vais vous montrer le lien avec les différentes parties du programme, notamment les suites et le binaire, donc pour la programmation, mais bien sûr, on peut tout à fait imaginer une autre approche de la conjecture de Syracuse. Alors, c'est une conjecture parce que, en fait, ce que je vais vous expliquer n'a jamais été démontré. On va voir que ça marche pour plusieurs nombres, mais il n'y a jamais eu de démonstration de cette conjecture, ce qui fait que ça peut être doublement intéressant pour un sujet de grand oral, pour après éventuellement parler d'autres conjectures du même style. Alors, quel est le principe de cette conjecture? Eh bien, on va partir d'un nombre quelconque, et nous allons appliquer un petit algorithme extrêmement simple. Donc nous, on va partir par exemple du nombre 6, on peut partir de n'importe quel nombre, moi je prends le nombre 6, et on va créer comme ça une suite de nombres, et à chaque fois, comment on passe d'un nombre au suivant, eh bien si le nombre est pair, tout simplement on le divise par 2. Par contre, si le nombre est impair, on le multiplie d'abord par 3, et après on lui ajoute 1. C'est-à-dire que là, si je pars de 6, 6 c'est pair, donc je le divise par 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc ça me donne 3. Ensuite, 3, est-ce qu'il est pair ou impair? 3 est impair, donc puisqu'il est impair, je le multiplie par 3 et je fais plus 1. 3 fois 3, ça fait 9, 9 plus 1, ça fait 10. Donc ensuite, j'ai 10. Ensuite, je recommence, 10, c'est pair, donc je divise par 2. 10 divisé par 2, ça fait 5. Ensuite, 5, par contre, c'est impair, donc je le multiplie par 3 et je fais plus 1. Donc si je fais 5 fois 3, ça fait 15, plus 1, ça fait 16. Donc ça me donne 16. Ensuite, 16, c'est pair, donc je le divise par 2. 16 divisé par 2, ça fait 8. Ensuite, 8 c'est pair, donc divisé par 2, ça fait 4. 4, encore une fois, c'est pair, je le divise par 2, ça fait 1. 1 c'est pair, donc je le divise par 2. 2 c'est pair, pardon, je le divise par 2, ça fait 1. Et après, je recommence. 3, alors c'est impair, donc cette fois-ci, je le multiplie par 3 et je fais plus 1. Donc si je fais x3, ça fait 3, plus 1, ça fait 4. Donc je vais continuer en dessous. Ensuite, 4 c'est pair, je le divise par 2, ça fait 2. 2 c'est pair, je le divise par 2, ça fait 1. Et je vois que je retombe sur 1, en fait je retombe sur 4 de 1. Et donc si je recommence, 1 c'est impair, je multiplie par 3 plus 1, ça fait 4. Et ensuite ça fera 2, 1, 4, 2, 1, etc. etc. Et la conjecture de Syracuse nous dit que si on crée une suite à partir de ce principe-là, eh bien si l'on part de n'importe quel nombre, on arrivera nécessairement à un moment ou l'autre à 1. Ce qui peut paraître étrange, parce que ce qui peut paraître étrange, qu'on peut se dire, si on part d'un très grand nombre, par exemple 1542, rien ne nous dit que l'on va arriver à 1, et en effet, ça n'a jamais été démontré, mais expérimentalement, on se rend compte, vous pouvez essayer, mais en prenant des très gros chiffres, eh bien on arrivera nécessairement à un moment ou à un autre à 1. Et comme on le voit, après, en fait c'est cyclique, ça fait 4 de 1, 4 de 1, 4 de 1, donc il existe un plus petit entier n, si on fait ça une suite, tel que le un soit égal à 1. Alors justement, l'idée, ça va être de créer une suite à partir de ça. Donc le premier terme, celui duquel on partit, on va l'appeler U0. Ensuite, on prend U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 et U8. Et maintenant, comment s'exprime le terme général de cette suite UN? Eh bien, on a U0 qui est le terme que l'on choisit, donc là U0, on ne peut pas le préciser. Par contre, on peut dire que vaut UN plus 1. UN plus 1, donc le terme d'après en fonction du terme d'avant. Donc, si on reprend le principe ici, eh bien, on a deux possibilités, soit UN est pair, soit UN est impair. Si c'est pair, on le divise par 2, donc UN plus 1, ce sera UN divisé par 2, si UN est pair. Et par contre, si UN est impair, on multiplie par 3 et on fait plus 1, et donc ça fait 3UN plus 1, si UN est impair. Et donc la conjecture de Syracuse peut s'écrire de la manière suivante, c'est que pour tout K appartenant à R, si U0 est égal à K, alors on va plutôt prendre un plus, on va passer dans les positifs, mais en réalité on pourrait prendre les négatifs, ça marche aussi. Eh bien si U0 est égal à K, à ce moment-là, il existe un N0 appartenant à grand N, tel que UN soit égal à 1. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment,
du coup, à partir d'un certain rang n0, on arrivera à 1. Donc voilà une manière d'écrire la conjecture de Syracuse. On verra après d'autres méthodes, d'autres manières de l'écrire. Ce qu'on peut dire également, c'est que, donc ça on l'a fait avant, mais ici on peut le redémontrer, hein, c'est que dès qu'on arrive à 1, nécessairement après, on a forcément 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, et donc c'est cyclique, donc ça ne sert à rien de continuer. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, il y aura le premier 1, ça va être ce qu'on appelle le temps de vol, ça se verra juste après. Donc, ce qui m'intéresse, c'est à partir de combien de temps, enfin à partir de quel rang, est-ce qu'on arrive à 1. Ce qu'on peut dire aussi, là on l'a bien vu, c'est que à partir du moment où on a un nombre qui est une puissance de 2, par exemple 16, ça c'est 2 puissance 4, et bien puisqu'on divise par 2, on arrivera nécessairement à 1. Si à un moment on a un qui est égal à 2 puissance n, et bien un certain, alors un0 qui est égal à 2 puissance n, alors pas forcément le même n0 qu'avant, mais si à un moment on arrive à 2 puissance n, et bien du coup, le terme d'après, ce sera 2 puissance n-1, le terme d'après, ce sera 2 puissance n-2, etc., etc., parce qu'à chaque fois, c'est pair, donc on le divise par 2, jusqu'à arriver à 2 puissance n-n, c'est-à-dire 2 puissance 0, donc 1. Et donc, nécessairement, c'est ce qu'on voit ici, hein, si on a 16, eh bien, on a les puissances de 2 successives dans l'ordre décroissant jusqu'à 1. Donc à partir du moment où on arrive à une puissance de 2, nécessairement, on sait qu'on n'aura que des nombres pairs, et donc on arrivera à 1 assez rapidement. Donc ça, c'est des petites choses aussi que l'on peut dire. Maintenant, en termes de vocabulaire, ce qu'on peut dire également, c'est que si on traçait cette suite pour des nombres assez grands, on se rendrait compte, enfin les scientifiques ont observé que on obtient une suite ou un graphique qui correspond soit à la chute d'un grêlon, soit à la chute d'une feuille qui serait emportée par le vent. Et donc on a tout un vocabulaire lié à cette chute d'une feuille par le vent, et donc du coup le vol d'une feuille. Et donc, on va voir un petit peu tout ce vocabulaire qui va nous permettre de transformer la conjecture, de l'écrire différemment. On a tout d'abord le temps de vol. Alors, le temps de vol, c'est ce qui va nous intéresser le plus ici. Le temps de vol, c'est le n0 dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le n minimum tel que un soit égal à 1. C'est-à-dire la première fois que le un est égal à 1, le rang de la suite à partir de laquelle j'ai 1, et puis après j'ai aussi 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Ici, ce qu'on a vu avec la suite de Syracuse pour U0 égale 6, c'est que c'est à partir de U8 que je tombe sur 1, et puis après c'est cyclique, c'est-à-dire que ici, le temps de vol est égal à 8. Donc là, on peut dire que pour la suite de Syracuse avec U0 égale 6, le temps de vol est égal à 8. Du coup, comment on peut reformuler la conjecture de Syracuse? Eh bien, tout simplement que la durée du temps de vol est finie. Le temps de vol est fini. Alors, on peut dire juste le temps de vol est fini, mais comme le temps de vol, ça correspond à un entier, il vaut mieux dire la durée du temps de vol est finie. C'est-à-dire que le fini, donc c'est le contraire de infini. Infini, ça voudrait dire que je tombe jamais sur 1. Alors que fini, ça veut dire qu'à un moment, je vais tomber sur 1. Et en effet, on peut montrer que, enfin on pourrait montrer, non justement on ne peut pas le montrer, mais expérimentalement, on pourrait en faire même sur des grands chiffres, et on verrait qu'à un moment ou à un autre, on tombe sur 1. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'altitude maximale. Alors, l'altitude maximale, c'est tout simplement le plus grand, le maximum de la suite, donc qui ici est 16. Donc ici, l'altitude maximale, c'est 16. Ça, c'est juste pour savoir si jamais on traçait la suite UN dans un graphique, on aurait une courbe un petit peu chaotique, mais du coup, le maximum correspond à 16, l'altitude maximale, c'est-à-dire jusqu'où on va. Et enfin, nous avons le temps de vol en altitude. Donc là, je vais l'écrire ici. Alors pour le temps de vol en altitude, on va faire une autre suite parce que ici, c'est pas très intéressant. Donc le temps de vol en altitude, c'est le plus petit n, donc c'est le plus petit entier n, tel que un plus 1 soit strictement inférieur à u0. Alors là, on va dire, c'est pourquoi un plus 1, mais ça on va le voir. Là, je vais juste tout décaler, ça va être plus intéressant.
C'est-à-dire que là, je vais dire que ça c'est U0, ça c'est U1, ça c'est U2, ça c'est U3, ça c'est U4, ça c'est U5, ça c'est U6 et ça c'est U7. Bien sûr, là, en faisant ça, qu'est-ce que je montre également? Je montre que si j'ai une suite de Syracuse, si je décide de prendre le premier terme qui n'est pas donc le U0, mais qui est par exemple le U3 de tout à l'heure, le 5, et bien sûr, comme le principe de construction est le même, la suite de Syracuse sera la même, c'est juste que ce sera une partie de la suite de Syracuse. Et donc, là, vu que je ne suis pas parti de 6 mais de 3, et bien ça a juste décalé tous les indices de U0 à U7, mais ça ne change pas bien sûr la suite ici des nombres. Du coup, ce qu'on pourrait, une manière de montrer la conjecture, ce serait de dire, si ça marche ici, par exemple je pars de 6, j'ai montré que ça marchait pour 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2 et 1, donc pour tous ces nombres-là, eh bien, je pars de n'importe quel nombre, j'arriverai forcément à 1. Donc ici, on voit par exemple, il n'y a pas le chiffre 7, donc on pourrait très bien faire le chiffre 7, les autres chiffres, etc. Donc une des manières de montrer la conjecture de Syracuse, ce serait de dire, si ça marche pour 1, enfin, si ça marche pour 2, ça marche pour tous ceux de la suite de Syracuse de 2. Si ça marche pour 3, ça marche pour tous ceux de Syracuse de 3. Si ça marche pour 4, ça marche pour tous ceux de la suite de Syracuse de 4, etc., etc. Le problème, ce serait d'arriver à le montrer pour tout n, et ça, par contre, c'est pas possible, malheureusement. Donc, on peut le faire expérimentalement en essayant jusqu'à des très grands nombres, mais rien ne nous dit que le nombre d'après, ça marchera. Donc, malheureusement, ce serait une méthode pour le montrer, mais ici, jusqu'à présent, ça n'a pas pu être possible. Alors, si on revient au temps de vol en altitude, eh bien on nous dit que c'est le plus petit n tel que un plus 1 soit strictement inférieur à u0. Ici, u0 vaut 3. Donc le temps de vol, ce sera à partir de quand je suis plus petit que u0, c'est-à-dire plus petit strictement que 3. Là, je vois que je suis au-dessus de 3, au-dessus de 3, au-dessus de 3, au-dessus de 3, au-dessus de 3. Ah, tiens, là je suis en dessous de 3. C'est à partir de 2 que je suis en dessous de 3. Donc ça veut dire que mon un plus 1 correspondra à U6. Mais si un plus 1 ça correspond à U6, eh bien ça veut dire que le n est égal à 5. Puisque, attention, c'est décalé exprès, hein, du coup c'est U5 et non pas U6. Alors pourquoi on prend un plus 1 ? Parce que justement, le temps de vol en altitude, ça veut dire que je suis au-dessus du début. C'est-à-dire que si je le traçais dans un graphique, au début je pars de 3, ensuite j'ai 10, 5, etc. etc. Et donc le temps de vol en altitude, c'est quand est-ce que je suis au-dessus de mon premier terme, ici, U0. Et donc tant que je suis au-dessus, je suis en altitude, et dès que je passe en dessous, je suis plus en altitude. Donc quand je passe en dessous, c'est-à-dire que je suis inférieur à U0, mais à ce moment-là, je suis déjà passé en dessous, donc il faut prendre le terme d'avant, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on met un plus 1 et non pas un. Donc voilà un petit peu le vocabulaire qu'on peut voir sur la conjecture de Syracuse. Et donc maintenant, la dernière chose que l'on va voir, après avoir vu le lien avec les suites, parce que là du coup on a vu la conjecture de Syracuse en termes de suite. Maintenant on va voir ce qui se passe en termes de binaire. Et donc là ce serait plus pour les élèves qui ont fait l'option NSI, parce que tout ce qui est en binaire, on sait qu'on peut le programmer en Python par exemple, et donc on va voir ce que ça donne au niveau du principe. Donc on va partir d'un nombre en binaire, par exemple 7. Donc si on écrit 7 en binaire, donc si là je vais m'écrire en décimale, à quoi ça correspond, je sais que 7 en décimale, ça s'écrit en binaire 1, 1, 1, puisque ici j'ai 1, 2 et 4, et donc 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Bon. Maintenant le principe va être le suivant. Je vais décaler à gauche, donc d'un cran, et ajouter 1. Et faire plus 1. Plus 1 en binaire, c'est-à-dire je vais rajouter 1 au bout. Et ensuite je vais additionner. En binaire, bien sûr. Là, je vais additionner. Et petite étape supplémentaire, c'est que si jamais il y a des zéros à droite, il faut les barrer. Donc on va aussi barrer les zéros à droite. Alors là on va se dire, quel est le lien avec la suite de Syracuse, que là on ne voit pas trop le lien. Justement, ça je vais l'expliquer après. D'abord je vais appliquer l'algorithme, et puis après je vais expliquer le principe. Donc là, comme on a dit, on barre les zéros à droite. Il n'y a pas de zéro à droite, donc je ne le fais pas. Par contre, je décale d'un cran à gauche, donc les 1, 1, 1, si je les décale, ça me donne 1, 1, 1, vers la gauche, et je rajoute 1. Je rajoute 1, donc je rajoute 1 ici. Et ensuite, j'additionne. Donc j'additionne en binaire. 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1.
1, 1, 1, ça fait 1, je retiens 1. 1, 1, 1, ça fait 1, je retiens 1. 1 et 1, ça fait 0, je retiens 1. Et donc, il va ici. Maintenant, on réapplique le principe. Je barre les 0, donc là, je barre le 0 ici. Ensuite, je décale à gauche, mais attention, je décale à gauche uniquement la partie sans le 0, hein, c'est-à-dire la partie ici. Donc si je décale à gauche, ça me donnait 1, 1, 0, 1. Et j'ai dit, je fais plus 1, donc je rajoute 1 au bout, et j'additionne. J'additionne en binaire. Là, une fois qu'on a compris le principe, je vais pouvoir l'effacer. Et donc maintenant, comme on a dit, on additionne. 1 et 1, ça fait 0, je retiens 1. 1, 1, 1, ça fait 1, je retiens 1. 1 et 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 et 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 et 1, ça fait 0, je retiens 1. Donc ça me donne le chiffre suivant. Bon. Maintenant, je recommence. Je barre le 0 ici, parce que j'en ai qu'un. Je décale tout, mais en partant de là. Donc le 1 est ici. Je décale les 3 0, je rajoute un 1. Et puis je rajoute un 1 au bout. Donc ça me donne le 1 qui est là. Maintenant, c'est parti, on additionne. 1 et 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 et 1, ça fait 0, je retiens 1. 1, ça fait 1. 0, 0, ça fait 0. Là, ça fait 1. Et là, ça fait 1. Maintenant, je barre les 0. Donc maintenant, j'ai 2 0. Alors, c'est pas grave, mais comme j'ai 2 0, maintenant, je vais décaler mes deux... je vais décaler, mais à partir de ce 1-là. C'est-à-dire que là, j'ai 1, 0, 1, 1. J'ai tout décalé, mais à partir de ce 1-là. Et là, je rajoute le 1. Et j'additionne. 1 et 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 et 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 et 1, ça fait 0, je retiens 1. 1, 1, 1, ça fait 1, je retiens 1. 1 et 1, ça fait 0, je retiens 1. Donc ça me donne ça. Donc cette fois-ci, j'ai 3 0. Donc je barre les 3 0. Je décale, donc ça me fait 1, 0, 1, et je rajoute un 1. Et maintenant, j'additionne. 1 et 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 et 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 et 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 et 1, ça fait 0, je retiens 1. Et là, maintenant, je sais que je peux m'arrêter, dans le sens où j'ai que des 0 avec un 1 au bout, ce que je n'avais pas avant. J'avais 0, mais après, j'avais encore des 0 à gauche, avec des 1. Là, j'ai 0, 1, etc., donc c'est pas bon. Là, j'ai 0, 1, 0, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Et là, là, j'ai que des 0 avec un 1 au bout. Et là, à ce moment-là, je peux m'arrêter. Bon. Alors, on va se dire, on ne voit toujours pas le lien avec le principe de Syracuse. Et bien, c'est maintenant que l'on va voir le lien. Donc là, ce que je vais faire, c'est écrire en binaire. Donc là, je vais enlever toutes les retenues. Et donc, tous les nombres que j'ai obtenus après addition, je vais les écrire en décimale. Donc là, c'est du binaire. Je vais écrire en décimale à quoi ça correspond. Ici, je sais que c'est 1, 2, 4, 8. Donc là, j'ai 8, 9, 10, 11. Donc là, j'ai 11. Donc là, je peux écrire 11. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'obtiens pour la ligne du dessous? J'obtiens ici 1, 2, 4, 8, 16. Et donc, je vois que j'obtiens 16 plus 1, c'est-à-dire 17. Bon. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que, comme vous avez vu, je n'ai pas pris en compte les zéros qui sont là, ce qui me donne forcément des chiffres impairs. Maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais faire en plus, je vais prendre les chiffres pairs. On va voir pourquoi. Maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais considérer aussi les zéros que j'ai barrés. C'est-à-dire, je vais faire comme si j'avais 1, 2, 4, 8, 16. Donc là, cette fois-ci, ça me donne 16 plus 4, ça fait 20, plus 2, ça fait 22. Donc j'ai aussi le 22. Si je recommence ici, j'ai 1, 2, 4, 8, 16, 32. Donc là, j'ai 32 plus 2, ça fait 34. Donc j'ai également 34. Maintenant, je vais faire la même chose pour le chiffre en dessous. Par contre, là, on voit que j'ai 2 zéros. Donc ce que je vais faire, c'est 3 choses. Je vais prendre tout le nombre en considérant les 2 zéros, celui où je ne considère pas les 2 zéros, et celui où je considère un seul des 2 zéros. C'est-à-dire que si je prends tous les zéros, ça me donne 1, 2, 4, 8, 16, 32. Donc ça me donne 32 plus 4, ça fait 1, 2, 4, 8, 16, 32, pardon. Alors 32 plus 16, donc j'ai 32, j'ai 16 et j'ai 4, si je ne me trompe pas. Donc 16 et 4, donc ça se fait 20, plus 32, ça fait 52. Maintenant, si je prends uniquement en compte le 0 qui est ici, donc là je ne vais pas le faire, mais je ne vais pas vous donner de détails, mais vous pourrez vous amuser à le faire. Donc ça va me donner 26. Et si je prends pas en compte les deux zéros, cette fois-ci ça me donne 1, 2, 4, 8. Donc 8 et 4 ça fait 12, 12 et 1 ça fait 13.
Donc là, j'obtiens 13. Maintenant, même principe, donc là, carrément, j'ai 3 zéros. Donc si je prends en compte tous les zéros, je vous invite à le faire, vous verrez que ça fera 40. Si je ne prends pas en compte le 0 qui est ici, ça me donnera 20. Si je ne prends pas en compte les 2 zéros qui sont là, ça me donnera 10. Et si je ne prends pas en compte les 3 zéros, ça fait 1, 0, 1, 1, 0, 1, ça fait 5. Voilà. Alors c'est normal à chaque fois que, comme on prend un 0 de moins, ça divise par 2. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois je le divise par 2, ce qui est normal, parce qu'on sait que quand on enlève un 0, ça revient à diviser par 2. Et ensuite, pour la dernière étape, ici, même principe, là j'ai 1, 0, 0, 0, 0. Si je prends tout, là ça me fait 1, 2, 4, 8, 16, donc ça va me faire 16. Si je ne prends pas en compte ce 0 là, ça me fait 1, 2, 4, 8, ça me fait 8. Donc bien sûr ça divise par 2. Si je ne prends pas en compte les 2 zéros, ça me donnera 4. Si je ne prends pas en compte les 2 zéros, ça me donne 2. Si je ne prends pas en compte les 3 zéros, ça me donne 1. Et donc j'arrive à 1. Et bien évidemment, je vois qu'à la fin, je retombe sur 1. Maintenant, quel est le lien avec la suite de Syracuse? Si on regarde les chiffres que j'obtiens 7. C'est impair. 7 fois 3, 21, plus 2, 22. 22 est pair, donc je le divise par 2, ça fait 11. Ça c'est impair, donc si je fais x3, ça fait 33. 33 plus 1, ça fait 34. C'est pair. C'est pair, donc je divise par 2, ça me donne 17. 17 fois 3, 51, plus 1, 52. C'est pair, je divise par 2, 26. C'est pair, je divise par 2, ça fait 13. C'est impair, donc je fais x3, ça fait 39, plus 1, 40, qui est ici. Ensuite, je divise par 2 et par 2. Je fais x3, ça donne 15, plus 1, ça fait 16. Et puis après, par 2, par 2, par 2. Et donc là, les nombres en décimales que j'ai mis correspondent en réalité à la suite de Syracuse pour le premier terme qui est égal à 7. Donc si je l'écris en ligne, cette suite de Syracuse, ça donnera U0 égale 7, U1 égale 22, U2 égale 11, ensuite 34, 17, 52, 26, 13, etc. etc. jusqu'à tomber sur le chiffre 1. Alors pourquoi est-ce que ce principe de je barre les zéros, je décale vers la gauche, je rajoute un 1 et puis l'additionne, ça marche? Eh bien parce que c'est un peu ce que j'ai commencé à expliquer, dans le sens où en réalité on a deux choses différentes à faire, soit diviser par 2, soit multiplier par 3 et faire plus 1. Alors diviser par 2 en binaire c'est facile parce que je sais que diviser par 2 revient à enlever un 0. Par exemple, si je prends le nombre 1, 0, 1, 1, enfin 1, 0, 1, 1 en binaire, donc là je sais que c'est 1, 2, 4, 8, 16, eh bien je vois que c'est 1 fois 16, 1 fois 8 et 1 fois 2. D'accord? Donc 1 fois 16 plus 1 fois 8 plus 1 fois 2. Mais si je divise tout ça par 2, ça revient à faire 1 fois 8, parce que là je divise par 2, le 8 devient 4 et le 2 devient 1. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 16, 8, 2, j'ai 8, 4, 1. Et 8, 4, 1, c'est comme si je le notais du coup comme ça. Parce que là du coup j'ai 1, 2, 4, 8. Hop, hop, 1, 2, 4, 8. Donc là j'ai bien 8, 4, 1. Et donc je vois que ça, c'est la même chose que ça, mais auquel j'ai enlevé un 0. Donc, c'est pour ça que diviser par 2 en binaire revient à barrer un 0. Et c'est pour ça que là, comme j'ai un 0, je sais que c'est pair, parce que je sais qu'en binaire, un nombre qui est pair se termine par 0. Et donc, si c'est pair, eh bien, je sais que je divise par 0, donc je barre le 0, et comme ça, je divise par 2. Mais si j'ai deux 0 comme ici, ça veut dire que si je barre le premier 0, ça revient à diviser par 2. Donc ça c'est le principe, mais après comme j'ai encore un 0, il faut que je rebarre le deuxième pour rediviser par 2. Et si ici j'avais 3 zéros, il faut que je barre le premier 0 pour diviser par 2, le deuxième 0 pour rediviser par 2, et le troisième 0 pour rediviser encore par 2. Voilà. Et plus tant que j'ai de 0, je peux diviser par 2. Donc ça c'est le principe quand n est pair. Maintenant quand n est impair, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire x3 et le plus 1. Alors comment en binaire on fait x3 et plus 1. Et bien pour faire x3 et plus 1, donc comment on fait 3n plus 1, enfin 3un plus 1 plutôt, on va dire, en binaire, et bien multiplier par 3 en binaire c'est compliqué. Par contre multiplier par 2, c'est tout à fait possible. Et donc on va dire que c'est 2un plus 1. Et je vais plutôt l'écrire 2un plus 1 plus un. Et là, maintenant, ça va être très facile. Pourquoi? Parce que je sais que multiplier par 2, ça revient, à l'inverse de ce que j'ai dit, à décaler vers la gauche, cette fois-ci. Pourquoi? Parce que si je reprends mon petit exemple, j'ai 16 fois 1 plus 8 fois 1
plus 1 fois 1. Et donc si je multiplie tout ça par 2, ça revient à faire 32 fois 1, plus 16 fois 1, plus 2 fois 1. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir ici 1, 2, 4, 8, 16, eh bien, je vais tout simplement rajouter un 0, ce qui fait que maintenant, ça veut dire 1, 2, 4, 8, 16, 32. Et je vois que maintenant, le 16 est devenu 32, le 8 est devenu 16, et que le 2 est devenu 4. C'est-à-dire, c'est exactement le principe que je veux ici. Donc je sais que pour faire x2, je vais décaler d'un cran vers la gauche. C'est pour ça qu'au début, je décale d'un cran vers la gauche. Ensuite, j'ai dit, je fais plus 1. Donc le plus 1 en binaire, ça correspond à faire plus 1 aussi en décimale. Soit en binaire ou en décimale, ça revient au même, c'est-à-dire je rajoute un 1 au bout. C'est-à-dire que quand je décale de 1 et que je rajoute le 1, ce que j'ai dit tout à l'heure, bah ça revient tout simplement à faire 2un plus 1. Et en plus, comme je fais après plus un c'était le terme d'avant, c'est-à-dire le terme ici. C'est-à-dire que ça, c'est un en décimale, ça c'est 2un plus 1, et donc quand j'additionne, bah, ça me fait ça, et donc ça me donne 3un plus 1, c'est-à-dire un plus 1, puisque je sais que u indice n plus 1 bien sûr, puisque un plus 1 est égal à 3un plus 1. Voilà pourquoi le petit algorithme que j'ai présenté en binaire précédemment, eh bien, revient à faire la conjecture de Syracuse, c'est-à-dire que le fait de décaler et de faire plus 1, ça fait un plus 1, et qu'après quand j'additionne, eh ben, j'ai le terme d'après. Et ensuite, le fait de supprimer les zéros au fur et à mesure, eh bien, ça revient à diviser par 2, alors éventuellement plusieurs fois par 2 si j'ai plusieurs zéros, et une fois que j'ai barré tous les zéros, là je sais que j'ai plus de zéros, c'est un 1, donc je sais que maintenant j'ai un nombre impair, et là comme j'ai un nombre impair, je fais ça, parce que bien sûr ce principe-là n'est valable que si le nombre est impair. C'est pour ça qu'il faut d'abord enlever tous les zéros pour diviser par 2 plusieurs fois jusqu'à obtenir un nombre impair, et une fois qu'on a un nombre impair, on fait ce principe-là. C'est pour ça que sur chaque ligne, j'avais non pas un seul terme, mais plusieurs termes, puisque j'avais un terme avec les termes successifs divisés par 2, jusqu'à temps que j'obtienne un nombre impair. Et donc, bien sûr, comme c'est en binaire, on peut éventuellement coder ça facilement en Python, et donc, voilà une possibilité, encore une fois, pour le grand oral, pour faire le lien avec le programme, et puis avec l'addition en binaire, la multiplication par 2, par 3, etc. Voilà, ça fait un petit lien entre les suites et la programmation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les sujets de grand oral. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.